Bien, bonjour à tous et bienvenue à ce dernier cours, puisque la semaine prochaine, ce sera 2 séminaires sur la musique, enfin un cours séminaire sur la musique, avec Philippe Manoury et Archia Comte. Cours sur la programmation du web et la programmation réactive dans le web, avec Manuel Serrano, qui va parler en fait plus que moi aujourd'hui, parce que c'est l'auteur du système HOP, qui est un système très original pour programmer le web. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Et ensuite, je vous parlerai du langage hip-hop, qui est en fait une inclusion d'un langage analogue à STRL à l'intérieur de HOP pour faire de l'orchestration dans le web. Mais avant de vous expliquer ça, revenons un petit peu sur ce qu'est le web et comment il a évolué, très, très rapidement. C'est parti dans les années 90 avec plein de gens qui ont essayé de profiter d'Internet pour faire des choses un peu plus astucieuses que ce qu'on avait dans les réseaux avant. Il y a eu plusieurs tentatives comme Gopher et le web du CERN. Et donc c'est celui Darwin, c'est un mécanisme extrêmement darwinien, donc c'est le web du CERN qui a gagné et qui s'est développé très vite, au début avec des réseaux de pages, un modèle client-serveur, donc qui va être central dans l'exposé d'aujourd'hui, avec les hyperliens, avec un adressage uniforme qui masque à la fois la distribution physique des pages dans le réseau et les systèmes d'exploitation, puisqu'on n'a pas vraiment besoin de savoir sur quel système d'exploitation on travaille. Et ensuite, l'entrée petit à petit du commerce, de l'industrie, de la banque, etc., donc du milieu professionnel dans le web. Énormément de contributions venant de tas d'endroits, universitaires ou industriels, et qui ont été intégrées en compétition, qui ont été normalisées pour certaines, pas pour d'autres, etc. Et puis les sons qui sont arrivés, les images, les films. Et alors ça, c'est intéressant parce que ça nous conduit directement au problème du temps. Internet n'est absolument pas prévu pour avoir une quelconque qualité de service. Donc, transmettre des choses qui demandent du temps, comme du son ou des films, c'est pas simple. Et c'est d'ailleurs pas totalement résolu. Il suffit d'habiter à la campagne pour le savoir. Dans les vignes, ça va à peu près. Et puis ensuite, il y a eu une nouveauté assez considérable qui était de faire des choses par le client et pas par le serveur, de faire des choses compliquées, de l'affichage compliqué en particulier avec Flash et d'autres systèmes, pour faire que le client calcule. Et ça, c'était avec les PC qui sont devenus généralisés. Le client pouvait calculer beaucoup. Et puis ensuite, il y a eu des fonctions vraiment innovantes dont on parle beaucoup maintenant, les moteurs de recherche, vers 95, Wikipédia, tout le travail coopératif, etc., la géolocalisation, les cartes, les réseaux sociaux, etc. Et puis plus récemment, on a vu arriver les téléphones. Alors ça, il est possible que ça... Bon, c'est toujours un modèle client-serveur avec une répartition client-serveur qui varie au cours du temps, qui n'est pas figée. Et par contre, on sait pas, les interfaces sont très différentes, mais dessous, c'est toujours les mêmes mécanismes que dans le web en gros, même s'il peut y avoir des différences. Actuellement, les gens ont une grosse attention pour les big data, le web des données, donc on parle énormément de ça, et c'est tout à fait naturel, mais ce n'est pas la seule chose, et nous n'allons pas parler spécialement de ça, enfin on va évidemment en parler aussi, mais il y a aussi un web des programmes, c'est-à-dire que des programmes ou des services, c'est-à-dire que beaucoup de sites n'affichent pas directement une page HTML, mais rendent des données. On peut les appeler comme un appel de procédure à distance, comme un remote procedure call, en passant des arguments dans l'appel HTML. Et puis ils vont rendre des données, par exemple, sous des formats variés. On va voir ça tout à l'heure. Et donc, ils ne sont pas directement des choses reliées à l'écran. Ce sont des services. Et ces services, il y en a énormément. Et des services pour tout faire. Et Manuel va vous en montrer beaucoup. Enfin, certains au moins. Et en fait, on peut construire des applications très complexes par composition de ces services. C'est-à-dire, on est flemmard et donc on va dire, vu que le nombre de gens qui font des choses intéressantes est très grand, ce qu'on va faire, c'est agglomérer ces choses intéressantes. Et on va le voir, par exemple, dans des applications de musique. Donc ça, c'est tout à fait bien. Puis il y a quelque chose d'autre qui se profile, qui va amplifier largement le web des services, qui est le web des objets. Les objets eux-mêmes vont être sur le web. Je donne un exemple. Moi, je suis en train de refaire ma maison. Et dans ma maison, tous les interrupteurs électriques sont sans fil. Et tous les interrupteurs électriques, et également les commandes de lampe, et également les détecteurs de mouvement et tout, sont des objets accessibles directement sur le web et auxquels on parle par des protocoles web. Et ça, c'est une société française, qui s'appelle Cléode, que je salue, qui fait ça. Et c'est très très bien parce qu'on a une interface complètement uniforme
sur tous les objets, et c'est la même interface pour parler à un interrupteur électrique, pour lui dire de commander telle lampe ou telle lampe, c'est la même interface de l'interrupteur électrique que pour parler à Google ou à n'importe qui d'autre. Donc ça, c'est tout à fait intéressant. Alors, dans tout le développement de cette histoire, ce qui s'est passé, c'est qu'ont été développés énormément de langages de programmation. C'est très curieux. Au moment où la création de langages de programmation s'arrêtait un peu ailleurs, ou se stabilisait, dans le web, c'est parti au contraire comme une fusée, et les langages de programmation sont apparus, mais dans tous les sens. Et ça, les langages et les techniques, pas les outils, Manuel va vous le montrer en détail. Et donc, maintenant, pour faire quelque chose dans le web, il faut connaître énormément de langages, ce qui est nouveau. Donc, Hop est une tentative pour prendre un seul langage général, qui est Scheme, qui est donc un langage fonctionnel très puissant, et d'incorporer dedans tout ce dont on a besoin pour faire le web, du serveur au client, à la description des pages, à la description de la dynamique, avec toutes les possibilités d'un langage algorithmique, il va vous montrer. Mais il reste un problème, c'est ces services, il faut les orchestrer, c'est-à-dire que tous, ils sont indépendants, ils sont tous asynchrones, ils vont donner des résultats n'importe quand, et il faut arriver à fabriquer quelque chose avec ces résultats, fabriquer ce qu'on veut avec ces résultats, et ça va rejoindre, on va vous le montrer, la programmation réactive, telle que je vous l'ai montré dans les 4 derniers cours. Donc pour ceux qui n'étaient pas là pour le cours STRL, il faut regarder pour ça le premier cours STRL V5, le design du langage. Voilà. Donc on va avoir ça, mais c'est loin de tout régler. Il reste énormément de choses à faire. Par exemple, nous ne savons pas très bien gérer l'orchestration du streaming ou des choses comme ça, de mélanger complètement des données à des rythmes très variés. Et ça va concerner le cours de l'année prochaine sur les systèmes multi-horloges, multi-temps. Et donc maintenant, on va continuer par une présentation de Hop par Manuel. Je reprendrai la main après pour vous présenter Hip-Hop. Emmanuel reprendra la main encore une fois pour vous présenter une application complète de musique qui est tout à fait utilisable et utile pour écouter de la musique chez soi. Voilà, je passe la parole à Manuel. Merci Gérard. Donc Gérard a dressé un panorama qui est le panorama du web, les implications en quelque sorte du web dans notre quotidien, dans notre monde habituel. Et on peut se poser la question, est-ce que le web est une révolution? Est-ce que c'est une révolution? Si oui, de quelle importance? Est-ce que c'est de l'ordre de l'invention de l'imprimerie, de l'ordre de, je ne sais pas, la machine à vapeur? Quel genre de choses est-ce? Alors, ces questions, je ne sais pas y répondre. En revanche, ce dont je suis sûr, c'est que moi, en tant qu'informaticien, le web a effectivement changé ma vie, et moi, en tant que chercheur en informatique, encore plus. Le web ouvre des perspectives complètement nouvelles, qui sont complètement vierges à explorer et qui sont tout à fait excitantes. Alors peut-être que vous pensez que le terme révolution est un peu exagéré. Alors si certains d'entre vous pensent ça, je vais essayer de vous convaincre que non, je n'exagère pas, qu'effectivement on vit des bouleversements très très profonds. Et pour ça, je vais essayer de vous faire une démonstration en intransparent avec 2 photos. La première de ces photos, vous la voyez, donc prise en 2005 pour la désignation du pape Benoît XVI. La deuxième de ces photos est également prise, donc place Saint-Pierre, désignation du pape. La deuxième de ces photos va aussi être prise place Saint-Pierre, mais en 2013 pour la désignation du pape François. Et donc vous voyez qu'en 8 ans, on a changé de monde. Et ce qui nous intéresse, nous, dans cet exposé, c'est la programmation dans ce monde de 2013, qui, bien entendu, offre donc des perspectives vraiment radicalement différentes à ce qui existait en 2005. Alors si je cherche à caractériser un petit peu ce monde, à vous le décrire un peu plus avec des mots, donc ce monde, c'est un monde où fondamentalement, on a de l'électronique partout, l'électronique, informatique, vous en avez sur vous, vous avez un téléphone qui communique, vous avez peut-être des lunettes qui communiquent, vous avez une montre qui communique. Bref, vous êtes suréquipé de périphériques électroniques. Vous avez aussi du réseau qui est à peu près disponible partout, ou qui tend à devenir disponible partout. Vous rajoutez à ça des capteurs de plus en plus riches et de plus en plus nombreux, et puis aussi des nouveaux phénomènes, comme le fait que vous êtes devenu vous-même un capteur. Le simple fait que vous vous promeniez avec un téléphone, ça fait de vous un capteur, et ça fait de vous une source pour d'autres personnes, pour que d'autres personnes puissent écrire des applications. Typiquement, si vous voulez estimer le temps de trajet entre la Porte d'Orléans et Orly, avant, vous preniez des caméras sur l'autoroute, vous faisiez de la reconnaissance d'images, vous comptiez les voitures. Maintenant, vous ne faites plus ça, vous demandez simplement à Orange combien il y a de téléphones sur le trajet, et puis vous avez votre estimation. Donc ça crée un monde nouveau, et ces capteurs génèrent des données en masse qu'il est possible de réutiliser, d'agréger, et ça fait ce que nous appelons l'informatique diffuse, le monde diffus. Et c'est ce monde-là que nous essayons de programmer avec nos langages de programmation, c'est ce monde-ci qui nous intéresse, c'est écrire des applications pour ce monde et les outils pour faciliter l'écriture des applications. Alors,
Le monde diffus, l'informatique diffuse, il y a plein de façons d'attaquer ce problème, il y a plein de façons d'essayer de le traiter, il y a plein de façons d'essayer de contribuer. Nous, notre a priori, notre orientation, notre façon de faire, c'est de traiter ce problème-là avec le web. Alors, le web, pas une plateforme par hasard, le web parce que c'est en quelque sorte la plateforme par excellence du diffus, parce que le web est partout, parce que la plupart des périphériques savent parler web, entre guillemets, parce que la plupart des périphériques sont compatibles avec le web. Donc pour nous, le web, c'est vraiment une infrastructure qui va nous intéresser non pas comme objet de recherche en tant que tel, mais comme plateforme sur laquelle on va pouvoir développer nos outils et faire tourner nos applications. C'est ça notre ambition. Alors voilà en gros, en quelques lignes, donc, ce qu'on cherche à faire. Le problème du web, c'est que c'est horriblement compliqué de programmer sur le web. Il y a plein de raisons pour lesquelles c'est compliqué, mais les deux principales raisons sont premièrement que pour faire une application significative sur le web, il faut être capable de maîtriser un ensemble extrêmement vaste de technologies. Alors, ça a un impact forcément lourd en termes d'enseignement, d'apprentissage, mais aussi de maintenance, de formation. Bref, cet ensemble extrêmement riche est vraiment une difficulté majeure de la programmation d'applications web. Et nous, on essaie de contribuer et d'améliorer la situation, comme a dit Gérard, en ayant un formalisme unique, une sémantique unique, une façon de raisonner unique pour écrire l'intégralité d'une application web. Donc, en quelque sorte, de faire disparaître autant que possible cette somme de technologies. Le deuxième problème du web, c'est sa nature intrinsèque, qui est distribuée asymétrique. Et programmation distribuée, c'est forcément la programmation, enfin, jusqu'à présent, c'est la programmation difficile. Et là, en plus de ça, son aspect asymétrique, où le client et le serveur ne sont pas capables de faire les mêmes choses, ça rend la situation encore plus compliquée. Donc, programmer le web, c'est dur, parce que d'une part, il faut maîtriser énormément de technologies, et d'autre part, parce que vous êtes dans un contexte intrinsèquement difficile de l'informatique. Donc, notre proposition, notre façon de faire, c'est de dire on va essayer de d'élaborer un paradigme qu'on appelle paradigme multitiers, où on va essayer autant que possible de faciliter la vie des programmeurs, de gommer la plupart de ces difficultés. Et donc c'est ça que je vais vous présenter dans la suite de mon exposé. Alors, une chose que j'ai oublié de vous dire en préambule, c'est que je n'utilise pas vraiment des slides pour cette présentation. À la place de slides, ou de slides au sens PowerPoint du terme, c'est une application web que je suis en train d'utiliser. Donc cette application, elle me sert à deux choses. Premièrement, illustrer mon propos, comme feraient des slides traditionnels, mais elle me sert aussi de démonstration à ma présentation, parce que cette application que j'utilise pour faire des slides, elle est programmée avec tous les outils et toutes les techniques que je suis en train de vous décrire. Donc essayez de garder ça à l'esprit, ça rentre en ligne de compte, parce que je vais me faire des références explicites à la programmation de certains slides. Donc, jusqu'à présent, je vous ai brossé en quelque sorte le contexte dans lequel nous faisons nos recherches, dans lequel nous faisons nos contributions. Avant de pouvoir rentrer dans les détails de la programmation que nous proposons et de l'originalité des techniques qu'on va vous montrer, il faut que je fasse un détour par qu'est-ce qu'est aujourd'hui la programmation du web, pour vous situer le contexte, pour que vous soyez préparés en gros à mieux recevoir la suite de l'exposé. Donc je vais prendre un peu un chemin de traverse pour vous parler du web et des technologies en vigueur sur le web. Donc, ce qui va m'intéresser ici, c'est le web d'un point de vue technologique, le web d'un point de vue programmeur, pas le web comme objet. Donc, c'est vraiment une présentation très parti pris, disons. Et je ne suis pas un spécialiste, un historien du web, donc je ne vais pas faire des présentations exhaustives. Peut-être qu'il y aura un peu des approximations dans mon discours, mais en gros, ce que je veux, c'est dégager les grandes lignes, vous montrer les principales idées pour pouvoir ensuite continuer mon exposé. Alors, intéressons-nous à la technologie du web. Comme a dit Gérard, le web, ça apparaît en gros fin des années 80. C'est un petit peu compliqué de le dater, mais on peut fixer une date. On peut se dire qu'en 88, le monde était un monde sans web. Oui, le web, en quelque sorte, n'a pas toujours existé. Donc le web apparaît à peu près à cette période-là, en 88, et il apparaît initialement au CERN, entre la France et la Suisse, à l'initiative d'un tout petit nombre d'informaticiens, d'un tout petit nombre d'informaticiens, avec un but assez précis, dans une mouvance qui existait à l'époque. Effectivement, d'autres solutions étaient un peu concurrentes du web et étaient pointées leur nez aussi. C'est le web qui a emporté l'affaire. Mais la première époque, la première période, donc c'est vraiment le web sujet d'expérimentation. On essaye de faire quelque chose, des chercheurs entre eux, avec un usage à l'esprit, enfin en ligne de mire, mais vraiment c'est un web expérimental. Et les trois premières étapes, c'est la création de ces trois technologies, comme on dit dans le web, HTML pour spécifier le rendu, HTTP pour spécifier le transport, comment est-ce que les pages vont s'échanger, et URL, le moyen de désigner les ressources auxquelles on va vouloir accéder. Alors, dans une période de 3 ans,
à peu près le ton d'une thèse en France, disons. L'expérimentation, la plateforme du web apparaît, mais ne concerne que le CERN. Deuxième étape, le web sort du CERN, des gens commencent à utiliser le web, et premier gros utilisateur ou premier gros fournisseur, l'Université Urbana-Champaign aux États-Unis, qui étend largement l'objet web en tant que tel. Et les premières contributions sont tout d'abord ce qu'on appelle donc les scripts CGI, qui constituent un moyen d'exécuter des programmes sur le serveur. Fondamentalement, le web au début, c'est un web de formulaires, de choses comme ça, et vous avez besoin à un moment que quelqu'un puisse traiter les formulaires. Les scripts CGI vous permettent de le faire. Donc première contribution en 1993. L'Université Urbana-Champaign crée, alors je n'ai pas été capable de faire un historique complètement précis, mais crée une start-up, Netscape, qui se charge de promouvoir le web. Et les premières contributions de cette start-up, c'est un navigateur. C'est aussi de se préoccuper de faire un langage de programmation de façon assez surprenante, d'abord du côté du serveur, qui est une version JavaScript du côté du serveur, ce n'est pas la version qui va devenir populaire. Ensuite, très vite apparaît le besoin de stocker et de mémoriser de l'information à certains endroits. Le web, par définition, de façon constitutive et sans mémoire, du côté du serveur, et donc il faut pouvoir stocker de l'information pour que quand un client revient 2 fois au même endroit, on se souvienne qu'il est venu, et ça c'est les cookies qui permettent de le faire, donc création de cette technologie-là. Et puis très très vite, la problématique de la sécurité rentre en ligne de compte. Comment est-ce qu'on crypte les communications? Comment est-ce qu'on assure un minimum de sécurité entre un serveur et un client? Et donc c'est Netscape qui fait SSL, qui est utilisé absolument largement, pour le protocole HTTPS. Et donc ça vient vraiment très très vite au début du web. Donc à cette étape-là, on a un web opérationnel qui est sorti en quelque sorte, d'autres personnes que ses géniteurs se sont emparés, et on commence à utiliser le web en dehors, dans le monde entier, mais surtout dans les universités. Étape suivante, les PC deviennent plus puissants, le web devient un objet non plus universitaire, mais un objet universel. Microsoft s'empare du web, fait Internet Explorer, on rentre, c'est le début de la guerre des navigateurs, et donc le web devient un objet commun, vous avez des URL qui apparaissent sur les affiches de cinéma, le web devient un objet qui n'est plus un objet d'informaticien en quelque sorte. Donc les évolutions technologiques qui apparaissent après ça, c'est amélioration et rationalisation du protocole de transport, donc HTTP. C'est on améliore, on polie, on lisse la spécification des rendus avec des standards pour HTML, donc HTML2. Et puis, on a besoin d'un langage de scripting, on a besoin de faire calculer des choses par le client. Donc JavaScript devient le langage du client. Et donc, évolution vraiment radicale, les clients peuvent commencer à exécuter des programmes en 1995. Parallèlement à ça, les gens s'emparant du web, on veut pouvoir commencer à générer des pages web de façon un peu plus confortable. Et donc des solutions relativement ad hoc apparaissent, comme PHP, qui au début est une sorte de solution vraiment tout à fait ad hoc pour créer des homepages. L'acronyme de PHP est initialement Personal Homepage, et ensuite il se transforme pour avoir quelque chose de plus généraliste, mais c'est vraiment quelque chose de complètement ad hoc, une technologie ad hoc pour résoudre un problème ad hoc sur le web. Donc là, c'était à ce stade-là, on a un web opérationnel, on commence à avoir JavaScript, donc on a les grandes configurations en quelque sorte qui se mettent en place. Microsoft s'empare du web, donc le web devient quelque chose d'industriel. Avançons en cours dans le temps, donc qu'est-ce qui se passe ensuite? On veut utiliser le web pour autre chose que simplement afficher des textes et des images. On veut pouvoir vraiment faire des programmes, donc on veut utiliser le web comme un mode de distribution, et donc apparaissent des solutions comme Flash de Macromedia, avec comme idée de faire des jeux dans le navigateur. Donc évolution radicale, on sort du modèle initial du web en quelque sorte et de sa conception initiale. Le rendu d'HTML commence à devenir un vrai sujet, comment faire ça efficacement, bien, proprement, etc., etc., surtout avec la guerre des navigateurs qui commence à Internet Explorer. Donc Gecko, la balise de rendu d'HTML qui est encore utilisée aujourd'hui, devient un projet séparé de Netscape, donc on explicite que le rendu d'HTML devient un sujet en tant que tel. On commence à avoir aussi besoin de serveurs web robustes, efficaces, puissants, en quelque sorte au standard industriel, si tant est que ça veuille dire quelque chose. Donc Apache apparaît, donc serveur rapide, performant. Opera, une petite start-up, un secret pour faire un nouveau navigateur web, donc la guerre des navigateurs. Et puis on améliore les choses, donc on sépare le rendu du contenu sur une page web, d'où apparition de CSS. On optimise un petit peu le protocole HTTP pour être capable de faire des applications web qui vont plus vite. Donc fondamentalement, HTTP 1.1, c'est une toute petite amélioration par rapport à HTTP 1.0 pour être un petit peu plus efficace. On a besoin d'authentifier les utilisateurs pour savoir qui accède à un compte en banque, par exemple. Donc l'apparition de l'authentification sur HTTP.
Et puis, commencent à apparaître les problèmes de portabilité. Puisqu'on va avoir JavaScript dans le client, comment est-ce qu'on va pouvoir faire des pages web portables? Donc il faut rationaliser les choses, donc il faut donner un moyen d'écrire des programmes portables qui manipulent et qui changent des pages web. Et ça, c'est la tentative de DHTML, Dynamic HTML. Continuons à avancer dans le temps. Donc l'étape suivante, c'est rajouter des fonctionnalités principalement. Alors CSS2 par rapport à CSS, on peut faire plus de choses sur les feuilles de style, on peut faire des choses plus jolies, comme je sais pas, des ombres, de la transparence, enfin, ce n'était pas encore dans CSS2, mais c'était ça l'idée. On peut ensuite rajouter de nouveaux objets dans les pages web, donc on peut faire par exemple des formules mathématiques, c'est MathML. On peut faire des dessins, mais des dessins structurés, comme SVG. Alors SVG, c'est plus qu'un formalisme de dessin. SVG, c'est une structure de données qui représente un dessin. Et ça, c'est vraiment important. Ce n'est pas qu'un dessin parce qu'on peut calculer sur des documents SVG. Donc on peut s'en servir comme structure de données. Et par exemple, ce transparent que vous voyez là, la carte de fond est une carte SVG. Et on repère les pays dans une structure de données, pas dans une position de rendu sur le transparent. Donc on rajoute des fonctionnalités. On rajoute encore des balises, des navigateurs, KHTML. HTML devient, dans une version à peu près standardisée, HTML4, c'est à peu près encore ce qu'on utilise aujourd'hui, même si on parle beaucoup d'HTML5. Et puis, trois choses vraiment importantes quant à leurs usages et quant à leur signification. La première, enfin les deux premières, c'est SOAP et HTTPU. Alors, SOAP, c'est l'idée de se dire que peut-être que le web, ce n'est pas simplement quelque chose sur lequel on va cliquer, mais c'est en fait une vaste bibliothèque d'exécution dynamique qui va permettre la composition de services. Donc SOAP, c'est l'idée d'utiliser le web par des programmes. Donc les URL ne vont plus être associées à des pages web, mais à des services, donc à des programmes. Donc ça, c'est vraiment une vision radicalement différente, vraiment un changement très très important. Et l'autre chose qui semble un peu plus anecdotique, c'est HTTPU. Donc ça, c'est de l'unicast over HTTP. Donc ça, c'est en fait l'idée que tous les gens vont se mettre à faire des protocoles réseau, non plus sur TCP/IP couche basse, mais plutôt sur HTTP. Et alors, les applications typiquement qui font de l'HTTPU, ça va être de l'UPnP pour la découverte, mais iTunes fait des choses similaires. Donc en fait, vous avez toute une série d'applications, encore une fois iTunes, UPnP, bonjour, qui utilisent des protocoles web sous-jacents sans pourtant faire de l'HTML. Donc en quelque sorte, HTTPU, c'est l'idée que le web, ça devient le protocole dominant, ça devient celui qui gagne la bataille, ça devient celui qu'on va utiliser de façon standard. Et puis enfin, l'autre évolution absolument majeure, qui est XHR, XML HTTP Request, qu'on appelle aussi sous le nom de Ajax. Merci Microsoft. C'est ça qui permet de faire le web moderne, fondamentalement. C'est ça qui permet de faire des pages web dynamiques. C'est ça qui permet de faire des pages qui se réactualisent, qui évoluent. C'est ça qui permet de faire vraiment la dynamicité et plus simplement des évolutions des pages web guidées par les utilisateurs, mais ça devient des évolutions guidées par les programmes. Donc là, vraiment, le web 2.0, en quelque sorte, technologiquement, commence grâce est dû en particulier à XHR. Étape suivante, alors quelques coups un peu d'épée dans l'eau. XHTML, c'est la grande idée du W3C de rendre HTML propre. Alors, coup dans l'eau parce que XHTML est abandonné, disons pour des raisons pragmatiques, donc mais cette tentative a quand même eu lieu. On normalise une bonne fois pour toutes ce que les programmes peuvent faire sur les pages web, et ça, c'est le DOM, le Document Object Model. C'est ça qui permet à un programme de regarder ce qu'il y a dans une page web et de modifier des éléments de façon normalisée, standardisée. Et puis, WSDL, c'est encore cette idée d'utiliser le web des programmes et non pas le web des pages web. Étape suivante, la guerre des navigateurs, toujours elle, WebKit, donc qui a une histoire un peu compliquée, mais disons qu'il y a une initiative d'Apple pour avoir son navigateur, qui va donner naissance à Chrome ultérieurement, donc c'est vraiment un navigateur important. Et puis, fondamentalement, on rajoute des fonctionnalités. Donc le canvas, c'est la possibilité de dessiner sur une page web. Alors typiquement, ce transparent, les flèches utilisent le canvas. HTML5, c'est vous rajoutez du multimédia dans HTML, vous rajoutez des fonctionnalités comme ça, vous étendez ce que peut faire le navigateur. Chrome, navigateur dominant aujourd'hui. Et puis, deux choses un peu plus anecdotiques qui viennent non plus des acteurs principaux du web, mais de gens un peu à la périphérie. JSON, qui est une espèce de version allégée d'XML. Les programmes web ont besoin de s'échanger des structures de données. XML est un peu compliqué à parser, un peu lourd à manipuler. JSON, c'est une version allégée de cet XML. Scientifiquement, JSON ne présente pas d'intérêt, mais à l'usage, c'est juste pratique à utiliser. Et c'est devenu un format très, très dominant et très largement utilisé sur le web. Et puis jQuery, qui est la vision de se dire, bon, bah maintenant, la plateforme pour faire des pages, des interfaces graphiques, c'est le web, donc il faut des toolkits graphiques, et jQuery, c'est vraiment la logique d'une toolkit graphique pour le web. Avant, vous faisiez
Dans les temps jadis, vous faisiez du X11, puis de la WT, puis du Swing, et puis maintenant vous faites du jQuery. C'est vraiment ça l'idée. Je continue, et je conclue un peu sur les évolutions du web. À partir de 2010, en gros, ça devient le web des mobiles. Alors ça désigne plein de choses. C'est le fait que votre page web est capable de parler aux accélérateurs de votre téléphone, aux accélérateurs, oui, aux détecteurs de mouvement, à votre micro, à votre caméra. Le web mobile, c'est tout ça. Puis les WebSockets, alors qui existaient sous d'autres formes avant, mais les WebSockets, c'est la possibilité pour le serveur de prendre l'initiative de parler à un client. Donc ça, c'était en quelque sorte le chaînon manquant. Le client a besoin d'être notifié automatiquement par un serveur. Les WebSockets permettent ça. Alors vous voyez, il y a pléthore de technologies, pléthore d'objets, pléthore de choses. Et quand vous voulez faire une application web significative, vous ne pouvez pas faire l'abstraction de ces choses-là. Il faut être capable d'en parler, de les manipuler, de les utiliser. Alors typiquement, ce transparent utilise, disons de mémoire pour en citer quelques-uns, le Canvas pour faire des dessins, HTML5, XHR bien sûr pour faire des pages web dynamiques, les WebSockets pour pouvoir faire des mises à jour automatiques. Quelques années en arrière, il aurait utilisé Flash parce qu'il n'y avait pas les WebSockets, il utilise le DOM, enfin bref. La plupart de ces technologies que vous avez vues là sont utilisées dans le transparent que vous êtes aussi en train de voir. Et ça, c'est une vraie complexité. Alors, juste petite chose en passant, le web est worldwide quant à son usage, il n'y a pas de doute. Quant à son invention, c'est un petit peu moins clair, même si j'ai probablement oublié quelques acteurs dans ce dessin-là. Revenons un peu à nos histoires, focalisons-nous un petit peu plus sur notre propos. Commençons à regarder ce que c'est que la programmation du web, quels sont les outils sur le web. Alors, fixons un peu les idées, déjà, en complexité, un peu en termes industriels, où sont les choses dures, où sont les choses qui nécessitent un lourd investissement. Donc, sur ce transparent, vous voyez une liste de logiciels largement utilisés et mesure un peu subjective, un peu comme ça, de la complexité de la réalisation de ces objets, le nombre de millions de lignes de code que contiennent ces objets. Donc ce que vous voyez en haut, les deux premières lignes, ce sont deux serveurs web populaires, largement utilisés, robustes, standards. Et vous voyez qu'en gros, un serveur web, c'est un tout petit programme. Light HTTPD, l'IT, 80 000 lignes de code, en gros, c'est presque quelque chose qui peut se faire par une personne ou une toute petite équipe. Alors, ce n'est pas facile à faire, ça nécessite beaucoup d'expertise, c'est difficile à faire efficacement, tout ce que vous voulez, mais c'est l'ordre de grandeur adressable par une personne. En revanche, ce que vous voyez en dessous, Chromium et Firefox, c'est des tailles de code qui s'apparentent presque à celles d'un système d'exploitation. Autrement dit, ça, ce sont des objets colossaux. Donc ça, c'est le vrai effort industriel, il est là. C'est long, c'est compliqué, ça nécessite énormément de capacités. Faire un navigateur web, aujourd'hui, c'est vraiment un enjeu majeur et c'est vraiment un objet très lourd à manipuler. Intéressons-nous maintenant à, je vous ai parlé de toutes ces technologies, oui, mais écrire des programmes web, ça veut dire quoi? Donc faisons un tout petit historique de qu'est-ce que c'est qu'écrire un programme web. Alors tout d'abord, le web primitif. Alors le web primitif, c'est vous avez un serveur qui implémente une boucle qui se fait qu'attendre des connexions, vous avez un client, le client demande quelque chose à un serveur, il reçoit une réponse qui est une page web, il la met à jour. Cette page web, il y a des liens, l'utilisateur clique sur un lien l'envoie conceptuellement sur un nouveau navigateur, sur un nouveau serveur, qui lui renvoie une nouvelle page web. Voilà, vous vivez dans ce monde-là. Alors, c'est un monde qui est vraiment facile, parce qu'en quelque sorte, enfin, vraiment facile du point de vue de la programmation, parce qu'en quelque sorte, il n'y a pas de programme dans ce monde-là. Ou plus exactement, le seul programme, c'est le serveur web qui implémente cette boucle qui attend les ordres d'un client, mais c'est vraiment extrêmement rudimentaire. Le web 1.0, les choses se compliquent un petit peu, parce que maintenant, dans le serveur, vous avez un programme qui va tourner. Vous allez avoir une requête du client qui va recevoir une page web en retour, mais la différence, c'est que maintenant, le client peut reparler à ce même serveur, donc vous avez une interaction entre le serveur et le client. Et ça change radicalement la donne, parce que maintenant, vous avez un vrai programme dans le serveur. Alors, une petite parenthèse, la principale difficulté de programmation de ce web 1.0, c'était l'implémentation du bouton back. C'était ça le problème majeur. Alors, c'était un problème majeur qui était très mal traité, qui a donné plein de bugs, et qu'on pourrait en quelque sorte caractériser comme, je ne sais pas, le bug du billet d'avion. Et typiquement, vous aviez des pages web où vous vouliez planifier un vol, vous vouliez acheter un billet, vous prévoyez de partir de Paris pour aller à Nice, donc vous aviez une première page, vous donnez votre lieu de départ, Paris, vous passiez une deuxième page, vous indiquiez Nice, et puis là vous vous rendiez compte qu'en fait ce n'est pas à Nice mais c'est à Marseille que vous voulez aller, donc vous cliquez sur le bouton back, vous repartez sur une nouvelle destination, vous indiquez Marseille, puis vous achetez votre billet, et là en gros à peu près indifféremment, vous aviez effectivement un billet Paris-Marseille, ou Paris-Nice, voire Nice-Marseille, voire éventuellement si vous aviez de la chance Nice-New York, et vous aviez ce genre de bug, et ça s'est manipulé, ça s'est manifesté de plein de façons différentes.
Alors, c'était des bugs qui se traduisaient bien entendu par des bugs d'implémentation, mais c'était plus profond que ça, c'était des bugs vraiment de conception. On n'avait pas compris ce qu'était ce bouton back, on croyait que c'était un objet anodin, et ce n'en était pas du tout un. Et ce problème, en quelque sorte, du bouton back a été explicité, rationalisé et réglé suite à cet article de Christian Keinec sur la conceptualisation du bouton back et l'explicitation de cet objet. En fait, le bouton back, ça revenait à prendre ce qui s'appelle une continuation et éventuellement plus tard à restaurer une continuation. Alors, je fais cette digression parce qu'elle est assez intéressante. Ce n'est pas par hasard que c'est quelqu'un comme Christian Keinec qui a réglé ce problème. Alors, là, je vous ai mis le premier article, mais ensuite, il y a eu toute une flopée d'articles qui ont continué dans cette veine-là. Donc, ce n'est pas par hasard que ce soit Christian Keinec qui ait fait ça, c'est que les continuations, c'était un objet d'étude, essentiellement des universitaires, disons depuis le milieu des années 70. Et ça semblait être une construction intellectuelle intéressante et très riche, assez compliquée, dont on ne voyait absolument pas l'usage. Ça avait l'air d'être quelque chose de tout à fait ésotérique qui permettait d'écrire plein d'articles, mais qui n'avait pas d'application dans la vie concrète. D'une façon générale, le web, les applications, les innovations du web ont été motivées par des usages. On voulait faire du 3D dans le web, et bien on a fait WebGL, qui est le langage pour faire 3D. Là, on est dans un cas complètement différent. On avait un problème qu'on n'a pas identifié, et la solution, elle se trouvait dans la recherche universitaire faite depuis des années par des gens qui ne s'intéressaient pas au web. Et donc, ce qu'il fallait, c'est mettre en correspondance cette recherche académique avec ce problème industriel qu'était le web. Et donc, une fois qu'on a pu mettre des mots sur ces choses-là et puis réaliser que le bouton back, c'était une capture de continuation, on a su faire des sites web corrects. Je reviens à mes histoires, je me réintéresse à mon historique de la programmation du web. Donc après le web 1.0, le web 2.0. Donc là, c'est plus compliqué que le web 1.0 parce que le serveur, il implémente des programmes plus compliqués. Donc vous avez votre client qui va interroger votre serveur, qui implémente un programme. En réponse, vous avez non plus que de l'HTML, vous avez de l'HTML et du JavaScript. Et JavaScript, c'est des petits bouts de programme qui commencent à tourner sur le client. Et ces petits bouts de programme, ils peuvent eux-mêmes prendre l'initiative de se remettre à parler à un serveur, le même que celui qui leur a donné naissance. Et en retour, vous récupérez un nouveau bout d'HTML qu'il faut insérer au bon endroit dans la page que vous aviez initialement, avec du JavaScript que vous recevez, qu'il faut corréler à celui que vous aviez déjà reçu. Et donc, vous avez multiplicité de connexions, multiplicité de requêtes-réponses, des problèmes d'assemblage assez compliqués à faire. Et donc, vous êtes dans un monde vraiment plus compliqué parce que vous êtes maintenant dans un monde bicéphale où le programme n'est plus que dans le serveur, mais le programme est dans le client et dans le serveur. Et donc, vous devez gérer cette distribution. Le Web 2.0 vous apporte tous ses ennuis et toute sa richesse aussi. Nous, le web qui nous intéresse, c'est en gros le même que le web 2.0, mais en pire, parce que vous n'avez plus qu'un seul serveur, mais vous avez pléthore de serveurs. Les serveurs commencent à parler entre eux, vous avez même des clients qui, par certains moments, adoptent le rôle d'un serveur, donc vous êtes vraiment à fond dans la dissymétrie. Vous avez des serveurs qui sont mal intentionnés, vous avez des serveurs qui sont en panne. Bref, vous êtes dans un monde beaucoup plus complexe et beaucoup plus riche également. Et donc maintenant, votre programme, il est partout, il est dans le serveur, dans le client, dans les objets, dans l'air, en quelque sorte. Donc, c'est ce monde-ci qui nous intéresse, et dans la suite de mon exposé, je vais vous montrer notre contribution, notre proposition pour écrire des applications dans ce web dit diffus. Donc, j'ai fini ma digression, je reviens dans mon sujet, je reviens sur l'exposé et l'objet de l'exposé. Alors, notre solution, c'est un langage de programmation, comme a dit Gérard, qui s'appelle Hop, et c'est lui que je vais détailler dans la suite de l'exposé. Alors, première idée absolument fondamentale de Hop, c'est de se dire un seul langage qui va tout faire. Toutes les technologies, tout ce dont je vous ai parlé, ce sera du Hop. Tous mes slides, tout ce que vous voyez, c'est du Hop. Donc, vous n'avez qu'un langage à connaître, vous n'avez qu'un langage à enseigner, vous n'avez qu'un langage sur lequel il faut que vous raisonniez si vous voulez montrer des propriétés sur vos programmes. Quelle est la structure de ce langage? Alors, le cœur du langage, c'est un langage fonctionnel. Il en existe plusieurs sortes, ML, Haskell, Scheme. C'est un langage, parmi cette variante, parmi cette famille assez grosse, assez large, il y a une variante qu'on appelle paresseuse ou une variante stricte. Nous, on est dans le côté strict, ce qui signifie que quand on appelle une fonction, on évalue toujours ses arguments, que la fonction se serve de ces arguments ou pas. On a un langage qui permet des effets de bord, donc on peut avoir des structures de données qu'on va pouvoir changer dans le temps. Et on a une syntaxe préfixe qui surprend au premier abord, mais qui a des fortes parentés avec HTML. Donc ça, c'est le cœur du langage, c'est le noyau de base, le noyau élémentaire. À ce noyau-là, on rajoute du typage mixte, donc on va pouvoir faire de la vérification à la compilation ou de la vérification à l'exécution. Donc on est un peu dans une solution intermédiaire entre un langage comme Scheme et un langage comme ML, peut-être un peu plus du côté de Scheme que du ML, mais enfin, en gros, solution intermédiaire. On rajoute d'autres constructions nécessaires à l'informatique contemporaine, disons, donc les classes pour faire de la programmation objet. Et puis, la programmation concurrente,
par multithreading, mémoire partagée et préemption, ce qui n'est peut-être pas un modèle absolument fantastique qui pose toute une série de problèmes, mais l'un dans l'autre, on ne sait pas tellement faire mieux aujourd'hui, et ce multithreading joue un rôle absolument essentiel pour l'écriture de serveurs web efficaces. Donc là, on a un langage complet, généraliste, avec lequel on saurait écrire des applications modernes. Et puis à ça, on rajoute des éléments propres au web. Donc on rajoute HTML, qui est dans Hop une valeur, au même titre que des entiers, des chaînes de caractères, des classes. HTML est une valeur. Et puis, on rajoute des constructions de la programmation multitière. Et cette idée de la programmation multitière, ça va être en partie que vous allez écrire un seul code source, et ce code source va désigner à la fois ce qui se passe sur le serveur et ce qui se passe sur le client. Et la simplification du modèle de Hop vient en grande partie de ce modèle multitière qui facilite vraiment le raisonnement et la compréhension des programmes. Donc, à ce niveau-là, vous avez un langage qui va vous permettre de faire du web, et les recherches qui sont en cours sur Hop, dont on va vous parler dans la présentation en partie, c'est les problématiques de sécurité. Le web, le but du jeu du web, le but du jeu des applications distribuées, c'est fondamentalement que vous puissiez utiliser vos ressources privées dans un contexte distribué ouvert à toutes les machines. Donc très clairement, ça pose des gros problèmes de sécurité, et on a un certain nombre de contributions et un certain nombre d'atouts avec Hop. Donc ça, ce n'est pas quelque chose dont on va parler dans l'exposé, mais c'est un sujet à part entière. Et puis l'orchestration, et donc Gérard parlera plus précisément de l'orchestration. Alors si on regarde un tout petit peu historiquement à quoi correspondent ces choses, le cœur de base, fondamentalement, c'est les résultats de la recherche académique des années 60 aux années 80. Donc avec le cœur qui est en haut, vous avez un langage état de l'art au début des années 80. Typage mixte, multithreading class, c'est fondamentalement ce qui a intéressé les gens jusqu'aux années 2000, donc apparition de langages comme Java. HTML et multitière, c'est ce qu'on a commencé à faire après l'établissement des langages objets. Et puis l'orchestration, c'est recherche en cours, c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. Alors, maintenant que j'ai fini avec mon long préambule, rentrons vraiment dans le cœur des choses, regardons vraiment ce que c'est que Hop comme langage et qu'est-ce que sont des programmes Hop. Alors, le noyau, le cœur, le modèle des années 80, c'est ce que vous voyez là. C'est des constructions élémentaires, vous avez des valeurs, des entiers, des chaînes de caractères. Vous avez la possibilité de définir des abstractions, donc des fonctions. Vous avez des conditionnels pour faire des tests. Vous avez des effets de bord avec cette instruction 7 points d'exclamation qu'on appelle setBang. Et puis vous avez la possibilité d'appeler des fonctions. L'application, c'est la dernière ligne. Donc là, vous avez en gros un formalisme dans lequel qu'on aime bien manipuler parce que très proche des mathématiques, très proche du lambda calcul. Donc formalisme bien compris, très largement étudié, qui a plein de vertus. Donc à ce formalisme-là, pour passer à Hop, il faut rajouter 4 constructions, qui sont les 4 constructions que vous voyez là. Ces 4 constructions sont la possibilité d'appeler un service distant, donc typiquement la possibilité pour le client d'appeler des ressources, d'utiliser des ressources du serveur, donc c'est le withUp, la possibilité pour un serveur d'exposer des ressources, donc de rendre public des ressources, c'est la définition des services. Alors seul un serveur peut faire des services, donc c'est pour ça que vous avez ce petit S bleu, c'est que seul le serveur peut fournir des choses. Et puis, vous avez les 2 outils principaux de la programmation multitière, qui sont les tildes et les dollars. Et cette idée, c'est que quand vous êtes sur le serveur, vous voulez pouvoir écrire des programmes du client, et vous le faites avec un tilde. Donc vous dites, ça, je suis en train de parler de quelque chose qui se passera sur le client. Et puis quand vous êtes dans du code client, vous avez besoin d'utiliser des valeurs du serveur, et ça, vous le faites avec cette construction de dollars, et je vais la détailler dans les transparents qui suivent. Donc, un gros zoom sur le multitière et les tildes et les dollars. Alors, il y a plein de façons de faire du multitière. On peut imaginer plein de solutions qui conduiront à des aspects différents et qui sont motivés par des goûts différents, par des idées différentes. Nous, notre motivation pour le multitière, fondamentalement, c'est qu'on veut utiliser le web pour être capable de réutiliser toutes ces richesses. Donc, on veut pouvoir réutiliser tout ce que les gens mettent à disposition sur le web, et nous pensons que ça passe par une compatibilité et une conformité avec les technologies standards du web. Donc on veut être compatible avec le web, et ça, c'est un impératif fort qui nous dicte très précisément comment est-ce qu'on doit faire le multitière. Donc c'est vraiment, on a cet a priori-là, d'autres gens ont d'autres a priori, nous, c'est ce choix-là que nous avons fait. Alors, compatibilité, réutilisabilité, ça désigne 3 choses assez différentes. Vous avez 3 sortes de réutilisation. La première de ces réutilisations, c'est que vous avez des gens qui fournissent des librairies JavaScript qui sont capables de faire des calculs sur le client. Alors ça peut être des rendus 3D, des effets graphiques, bref. Vous voulez pouvoir réutiliser ces choses-là. Donc ça, c'est connexion avec JavaScript du côté du client. Ensuite, vous avez des gens qui vous font des bibliothèques pour faire des interfaces graphiques sophistiquées avec des compositions au-dessus d'HTML. C'est une autre sorte de réutilisabilité, typiquement jQuery ou des choses comme ça.
Et puis, vous avez des gens qui vous fournissent des services web, et je vous montrerai des applications qui en utilisent, et typiquement, vous voulez utiliser ces services web. Donc, par exemple, si vous vouliez, je ne sais pas, faire une traduction automatique de mes transparents en anglais, vous pourriez utiliser les services de traduction de Google pour faire ça. Et ça, c'est un service web. Donc ça, c'est trois objets assez différents, c'est que ces interopérabilités et ces réutilisabilités. Et donc, on essaye ou plus exactement, on prétend permettre ces trois sortes-ci avec Hop. Alors, regardons concrètement comment ça se passe, qu'est-ce que c'est qu'un programme Hop. Donc, pour vous introduire la programmation Hop, je vais le faire à un décalage avec programmation classique du web, avec HTML et JavaScript. Donc, ce que vous voyez là à l'écran, c'est un programme HTML complètement standard, écrit en HTML 4.0.1, qui utilise une librairie JavaScript, fib.js, et qui, en gros, vous fait à l'affichage une table qui contient 3 lignes. Chacune des lignes contient simplement les nombres 1, 2, 3, et quand vous cliquez sur un de ces nombres, votre navigateur web vous affiche la valeur de Fibonacci de ce nombre. Donc, vraiment, c'est un programme web classique, parce que vous manipulez déjà différents langages. Vous voyez que vous mêlez du JavaScript et de l'HTML, ce qui n'est pas sans poser de problème, parce que vous n'avez pas de vérification syntaxique, parce que, bref, vous avez toute une série de complexités, et puis parce que vous utilisez divers formalismes. Comment est-ce qu'on réécrit cette même chose-là en Hop? Donc, pour passer de HTML à Hop, voilà ce qu'il a fallu faire. Donc, il a fallu essentiellement changer la syntaxe. Donc, j'ai effacé des bouts, HTML est assez verbeux, j'ai réintroduit quelques petits bouts, j'ai mis des parenthèses ouvrantes là où HTML n'en avait pas, et j'ai supprimé fondamentalement les parenthèses fermantes, et donc je suis passé de HTML à Hop avec cette simple modification syntaxique. Alors bien sûr c'est une illusion, parce que ce n'est pas qu'une modification syntaxique, c'est fondamentalement une modification de concept et de paradigme, parce que HTML n'est pas un programme, HTML c'est une description statique, alors que là ce que vous voyez c'est un programme, mais néanmoins, syntaxiquement, les gens qui connaissent déjà HTML connaissent déjà en partie Hop et sont capables d'être opérationnels tout de suite avec Hop. Alors, quelles sont les différences fondamentales sur ce code-là, qui sont au-delà de la syntaxe? La principale différence, c'est que quand en HTML, vous aviez introduit des chaînes de caractères qui, si tout se passait bien, désignaient des bouts de code JavaScript, ici, vous restez dans un langage qui va être compilé, analysé, vérifié, et quand vous voulez parler de ce qui se passe sur le client, vous ne mettez pas des chaînes de caractères qui désignent du JavaScript, mais vous introduisez ce tilde rouge qui désigne une expression à évaluer plus tard du côté du client. Ainsi, vous avez votre page qui contient la table avec 1, 2, 3, et c'est simplement quand le client clique sur un de ces nombres que vous devez évaluer cette expression. Ce n'est pas le serveur qui va l'évaluer, c'est le client. Donc ça, c'est une différence fondamentale. C'est vous mêlez au sein de votre programme des choses qui s'exécutent sur le serveur et des choses qui s'exécutent sur le client. Donc ça, c'est la principale différence. L'autre différence, c'est que j'ai dit on gomme beaucoup de choses d'HTML, et puis je ne vous ai pas dit tout de suite oui, mais on en rajoute un petit peu pour Hop. Alors c'est vrai qu'on en rajoute, bien que le code que je vous ai montré jusqu'à présent, c'était un code complètement correct, que vous pouvez faire tourner dans un serveur Hop, c'est un vrai programme qui marche, mais dans la vraie vie, en quelque sorte, on les fait un petit peu différemment, nos programmes, on les impacte dans des services, et donc ça fait que des clients peuvent effectivement choisir les services, les utiliser, et puis on fait du génie logiciel, donc on a des modules qui nous permettent de structurer nos programmes, qui nous permettent d'exporter des choses, d'importer des choses, donc on est vraiment dans un langage de programmation moderne. Ensuite, c'est un langage de programmation, alors qu'HTML est qu'un langage de déclaration, et vous avez de l'abstraction. Donc vous pouvez étendre ce langage. Donc typiquement, vous pouvez définir vos propres balises en composition, enfin par composition de balises plus élémentaires. Donc dans mon premier programme, j'avais un pattern récurrent qui était TableRow, TableData. Je peux le factoriser en une fonction que j'appelle trfib, qui cumule ces deux choses. Et donc j'introduis de l'abstraction, je rends l'écriture de mon programme plus simple en définissant mes propres balises. Alors, vous pouvez dire, oui, mais je n'ai pas gagné grand-chose, surtout en termes de caractères, mon programme n'est pas vraiment plus simple qu'avant, parce que j'ai toujours ce pattern récurrent de tous ces alertes qui sont là et qui sont dans mon programme client, en quelque sorte. Alors, en fait, je peux déplacer mes alertes et les pousser dans ma balise, et donc ça me donne le programme suivant. Mais pour pouvoir faire cette étape-là, j'ai besoin de construction supplémentaire, parce que j'ai besoin maintenant de parler d'un programme client, celui qui va faire le alerte, donc celui qui va popper la fenêtre du navigateur, mais ce programme client doit utiliser les valeurs qui ont été produites par le serveur. Donc typiquement, je dois calculer fib de 1, fib de 2. Et le 1 et le 2, ce n'est pas le client qui le connaît, c'est le serveur. Donc je dois pouvoir injecter des valeurs du serveur dans le code du client, et c'est la construction $, qui me permet ça. Et donc là, pour le coup, j'ai vraiment gagné en termes de complexité, j'ai vraiment gagné en termes de code, mon programme est devenu significativement plus petit et significativement plus abstrait. Donc voilà le genre de choses qu'on peut faire.
Autre chose que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez dire, bon, ben, voilà, j'ai défini mes balises, et puis j'ai un langage fonctionnel avec de l'ordre supérieur, donc je peux programmer avec des itérateurs, donc je peux encore me simplifier les choses. Donc si iota, c'est une fonction qui construit la liste 1, 2, 3, eh bien je peux itérer sur cette liste pour appeler ma balise TableRowFib et construire le même programme qu'avant, mais de façon plus abstraite, plus haut niveau. Donc c'est plus facile de raisonner sur ce genre de programme-là. Et plus vous êtes à un niveau abstrait, plus vous êtes proche de la spécification de votre problème et plus vous êtes éloigné des détails de l'implémentation. Et Hop vous permet donc de vous rapprocher de la spécification. Alors ensuite, vous pouvez continuer, vous pouvez dire, oui, mais en fait, le Document Object Model, c'est-à-dire la représentation d'HTML comme structure de données, et non pas comme simplement représentation textuelle, je l'ai du côté du client, mais je l'ai aussi du côté du serveur. Donc je pourrais me dire, mais en fait, c'est quand même un peu idiot de reconstruire cette table des fibs à chaque fois que quelqu'un fait la requête, donc je vais la mettre dans un cache, et puis je vais réutiliser mon cache. Et donc vous voyez que cette table HTML, vous pouvez la stocker dans une structure dans une variable du serveur, qui ici s'appelle fibcache, et puis réutiliser cette variable quand le client la demande. Donc vraiment, HTML est une valeur, vous en faites ce que vous voulez, vous la stockez, vous la réutilisez comme toute chose. Alors, vous pouvez avoir un certain nombre de tentations, et vous pouvez vous dire, bon, maintenant je voudrais étendre un petit peu mon problème, et quand je clique sur la table, pas quand je clique sur un nombre, je veux afficher la somme des valeurs de Fibonacci. Et donc vous pourriez tenter de le faire de la façon suivante, en définissant la fonction SumFib, et puis avoir un code tilde qui utilise ce SumFib. Alors, si vous faites ce programme-là, ça ne va pas marcher en Hop parce que la fonction SumFibs, sur ce code-là, vous êtes en train de la définir du côté du serveur et vous êtes en train de l'utiliser du côté du client. Et donc, le compilateur va vous dire SumFibs n'est pas connu du côté du client. Si vous voulez écrire ce programme de façon correcte, il faut que vous bougiez la définition et que vous l'incluiez dans le HTML, dans l'arbre HTML que vous allez envoyer au client. Autrement dit, on reste dans le modèle du web. La seule chose que connaît le client, c'est ce qu'il reçoit de son arbre HTML, et tout doit être contenu dans cet arbre HTML. Donc ça conditionne clairement le style de programmation, et ça éloigne un peu Hop d'un langage classique, où vous avez des déclarations que vous utilisez sans vous soucier de où elles ont été faites et comment elles sont utilisées. Là, c'est différent. Les définitions doivent être impactées dans l'arbre que vous envoyez au client. Alors, en termes d'organisation de vos programmes, rien ne vous empêche de faire quelque chose comme ça, où vous donnez la définition de cette façon-ci sur le serveur, mais cette définition, c'est une valeur, et vous l'impactez et vous l'envoyez au client. Donc, en quelque sorte, ce que ce transparent illustre ici, c'est cette idée que finalement, une grande partie de ce qui est fait par un programme serveur, c'est construire un programme qui va être utilisé par le client. Donc, je vous ai dit, HTML, c'est une valeur, comme sont les entiers et les chaînes de caractères, et ce qui apparaît maintenant, c'est que les programmes des clients sont également des valeurs et que les programmes Hop calculent des programmes clients. Donc c'est ça, en gros, l'objet d'un programme serveur, c'est calculer le programme du client. Alors cette chose-ci sur laquelle j'ai mis un mot, on a mis du temps à la réaliser, on ne l'avait pas aussi clairement explicité. Et on l'a explicité en donnant une sémantique formelle, donc avec un formalisme mathématique, du langage Hop. C'est un travail qu'on a fait avec Christian Keinec. Donc c'est une sémantique qui s'appelle dénotationnelle, c'est un style de sémantique. Et si vous êtes un expert en sémantique notationnelle et si vous êtes très rapide, vous allez peut-être être capable de comprendre ces définitions-là, ces règles-là, et vous allez peut-être voir qu'effectivement, les programmes clients sont des valeurs, et c'est quelque chose qui, je ne dirais pas saute aux yeux, mais qui est mis en évidence par cette sémantique-là. Et construire cette sémantique, ça nous a permis de comprendre que l'objet des programmes Hop, c'était construire des programmes clients. C'était vraiment pas du tout aussi clair pour nous que ça au départ. Alors cette sémantique en tant que telle n'a pas d'intérêt parce que ce n'est pas un outil pour faire d'autres choses, mais l'élaborer, la définir, a eu cette vertu de nous vraiment faire mettre le doigt sur les traits caractéristiques de Hop, et si on n'avait pas fait cette sémantique formelle, probablement on n'aurait pas aussi clairement compris les choses. Alors, concrètement, ces tildes et ces dollars, comment ça se manipule, comment ça se fait, à quoi ça sert? Donc, sur ce transparent, je vous ai montré la carte du monde et les évolutions, les apparitions des technologies web. Je cherchais une représentation graphique du temps qui passe. Et donc, je cherchais quelque chose. Et finalement, j'ai choisi ce compteur que vous voyez là, qui défile. Et d'où vient ce compteur? J'ai tapé une requête sur Google. De toute façon, si vous faites quelque chose sur le web, vous commencez par faire du Google au départ. Donc, vous faites une requête. Vous obtenez un certain nombre de librairies JavaScript. En l'occurrence, celle qui m'a convenu, c'est la dernière qui est marquée en dessous. Ce sur quoi pointe Google, c'est une URL d'un code JavaScript, d'un fichier .js, et pour le réutiliser dans Hop et pour faire ce transparent que vous voyez là, voilà le code qu'il faut écrire. Il faut simplement référencer ce code JavaScript qui est disponible quelque part sur le réseau,
Parce qu'on veut faire les choses, disons, de façon un peu réutilisable, j'empacte mon compteur dans un nouveau tag HTML, donc j'ai un HTML++ qui est un HTML avec les compteurs, et puis je définis ce qu'il faut pour être capable de faire des feuilles de style qui vont paramétrer mon compteur. Et donc voilà, vous écrivez ces quelques lignes et vous avez des jolis compteurs comme celui qui est en haut dans votre transparent. Pour ma part, il n'y a que le web dans lequel je sais faire des choses et réutiliser de cette façon-là. En particulier avec PowerPoint, je serais totalement incapable d'étendre PowerPoint pour ajouter des compteurs comme ceux dont j'ai envie. Alors ça, c'était un premier cas de réutilisation du web. Deuxième cas, toujours sur le même transparent où j'avais ma carte. Donc je vous ai dit, la carte, le fond de carte, c'est une carte SVG. Donc comment est-ce qu'on construit ce transparent? Une carte, vous n'avez pas besoin de passer par Google, vous savez déjà que vous allez la trouver sur Wikipédia. Donc vous allez sur Wikipédia, vous tapez une carte, World Map, et donc Wikipédia vous sort cette image-là. Ce n'est pas cette image qui vous intéresse. Ce qui vous intéresse, c'est ce lien-ci qui est indiqué par Wikipédia, qui est la version SVG de l'image que vous êtes en train de visualiser. Et donc vous récupérez cette image, et quand je vous ai dit que SVG c'était une structure de données, c'est vraiment le cas, c'est une structure arborescente, et donc la carte que vous récupérez du web de Wikipédia, c'est une carte sur laquelle sont référencés déjà tous les pays. Donc si vous voulez faire une flèche qui va vers la France, la seule chose que vous avez besoin de faire, c'est inclure un dessin SVG, demander à votre client où se trouve l'objet France dans la carte SVG produite par Wikipédia, et puis vous faites un trait avec votre canvas vers ce pays France, et donc vous faites complètement quelque chose de calculé, vous utilisez la structure de données. Donc le transparent où je montrais les technologies est vraiment un fruit de la réutilisabilité du web. Alors, ça, ce que je vous ai montré jusqu'à présent, c'est un aspect absolument fondamental de la programmation multitiers hop. Autre chose vraiment très très importante, dont je n'ai pas parlé jusqu'à présent, c'est les services. Les services sont les objets qui font la frontière, l'interface entre les serveurs et les clients. Quand un client veut demander quelque chose à son serveur, il va le faire par l'intermédiaire de services. Les services permettent aussi la communication serveur à serveur. Et clairement, vous allez vouloir ici écrire des programmes, des robots, des choses comme ça, qui vivent de façon autonome, et donc les serveurs doivent pouvoir communiquer entre eux. Donc, qu'est-ce que sont ces services? Ici, je vous montre la définition d'un service qui calcule les valeurs de Fibonacci, enfin qui construit une table des Fibonacci, et puis je vous montre en haut Firefox faisant le rendu de cette page. Donc, utilisant ce service. Et donc, fondamentalement, l'idée, un service, c'est simplement une fonction associée à une URL. Et donc, quand vous tapez une URL dans votre navigateur, vous déclenchez l'exécution d'un service. Donc un service, ce n'est rien que ça. Et ça permet la programmation distribuée et la programmation serveur-serveur. Alors, dans l'exemple que je vous ai montré précédemment, les serveurs étaient utilisés pour échanger directement des contenus HTML, mais les serveurs peuvent utiliser n'importe quelle structure de données. Donc là, au lieu d'échanger des pages qui décrivent ou qui affichent les résultats de Fibonacci, là, vous avez un service qui fournit une structure de données qui contient les résultats de Fibonacci, et puis, du code client, utilise cette structure de données pour lui construire sa page web comme il l'entend. Donc, vous échangez n'importe quoi par des services. Alors, cette notion de service, on l'a, elle aussi, rationalisée, enfin formalisée avec une autre sémantique, donc une sémantique opérationnelle, SOS. Donc ça, c'est un travail qu'on a fait avec Jianxing Luo, Tamara Resk, Gérard Boudol de Sophia Antipolis, à l'INRIA. Et donc cette sémantique, ce qu'elle exprime, ce qu'elle montre, c'est le caractère distribué de l'application d'une application hop. Qu'est-ce qui se passe quand votre client et votre serveur calculent en même temps? Quelles sont les structures de données que vous échangez? Comment est-ce que vous faites de la communication? C'est ça qui est décrit par cette sémantique-là. Alors cette sémantique est beaucoup plus utile que la précédente parce que tous nos travaux sur la sécurité, où il va s'agir de démontrer un certain nombre de propriétés fortes, de garanties fortes, pas de fuite d'informations, des choses comme ça, on a besoin de ce formalisme-ci qui est à l'écran pour faire les preuves. Donc ça, cette sémantique opérationnelle, c'est un vrai outil pour aller plus loin dans la sécurité, donc c'est vraiment quelque chose qu'on utilise dans nos travaux futurs. Donc ce n'était pas là simplement un exercice de style ou une compréhension du langage, c'est un outil nécessaire à la formalisation des propriétés de sécurité. Alors, je vous ai montré les traits fondamentaux de Hop. Il y en a un que je ne vous ai pas montré encore jusqu'à présent, c'est comment est-ce qu'un serveur fait pour parler à un client à sa propre initiative. Alors, il ne vous aura pas échappé que depuis le début de mon exposé, je fais défiler mes transparents, non pas en tapant sur ma machine, mais en utilisant mon téléphone. Donc, vous voyez, là, j'ai une interface web sur mon téléphone qui est en gros celle que vous voyez à l'écran. Et donc, qu'est-ce qui se passe comment je fais pour passer un transparent d'après? Je clique sur un bouton ici et puis j'avance dans mes transparents. Donc, qu'est-ce qui se passe quand je clique sur un bouton? Fondamentalement, la page web que vous voyez à l'écran, elle est très simple. C'est simplement une table avec une seule ligne qui contient 2 table data. Et chacun de ces table data, c'est simplement une image et puis un service. Et quand je clique sur un bouton, j'exécute le service désigné. Donc, quand je clique sur mon bouton vert,
je ne fais que appeler le service Hop Impress Remote Next. Jusque-là, c'est facile. Et ce que vous voyez à l'écran, je vous ai expliqué l'intégralité de ces choses-là dans le début de ma présentation. Oui, mais c'est bien beau, mais ce que je vous décris jusqu'à présent, c'est je fais Hop Remote Next. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc mon téléphone prévient mon serveur qu'il faudrait passer au transparent d'après. Mais comment le transparent d'après passe? C'est-à-dire comment est-ce que le serveur fait pour dire au client passe au transparent d'après? Comment est implémenté ce lien? Ça, je ne l'ai pas décrit jusqu'à présent, donc c'est le maillon manquant en quelque sorte dans ma présentation. Donc qu'est-ce que c'est que ce lien? Alors l'idée, c'est de se dire, dans le web, vous avez une programmation événementielle. Une page web, c'est une page, c'est un moteur d'exécution qui vous envoie en permanence des événements. Donc vous bougez la souris, vous avez des événements souris, quelqu'un clique, quelqu'un appuie sur une touche du clavier, quelqu'un retaille une fenêtre, une musique se termine. Bref, vous avez pléthore d'événements. Et donc ce qu'on a fait dans Hop, c'est qu'on a juste étendu un tout petit peu ce modèle d'événement pour ajouter une nouvelle sorte d'événements qui sont des événements serveurs, des événements déclenchés par le serveur quand le serveur veut parler à son client. Donc on a juste réutilisé le modèle des événements qu'on a étendu un tout petit peu. Et donc ça fait que, avec mon téléphone, je suis capable de passer au transparent d'après. Alors, ça induit aussi des problèmes, c'est que ce que vous voyez là, c'est qu'une chose importante que va devoir faire une page web, c'est gérer ces événements, les traiter, y répondre. Et ça, c'est la motivation principale pour faire hip-hop. C'est que ces événements-là vous arrivent de façon asynchrone, vous ne savez pas quand quand un utilisateur va cliquer sur quelque chose, quand une musique va se terminer, quand le réseau va vous dire quelque chose, et donc vous devez être prêt à faire cette programmation asynchrone et exprimer des comportements complexes au-dessus de ces éléments-là, au-dessus de ces événements-là, et donc hip-hop va nous permettre cette programmation de haut niveau. Alors, dans les faits, comment est-ce que vous déclenchez votre événement serveur? C'est très simple. Vous avez du côté du serveur la possibilité de broadcaster un événement. Donc là, on broadcast l'événement Hop Impress GoTo. Et puis tous les clients qui sont intéressés se mettent en attente de cet événement avec un listener. Donc ils attendent un événement qui va venir du serveur qui s'appelle Hop Impress GoTo. Et puis ils vont faire l'action idoine en fonction de l'événement qu'ils vont recevoir. Voilà pour cette longue présentation de Hop, où je vais présenter les concepts, les idées de base. Maintenant, ce que je vais faire dans la fin de ma partie, c'est vous montrer concrètement comment est-ce qu'on utilise Hop pour faire une vraie application. Alors, comment est-ce qu'on fait pour utiliser Hop pour une vraie deuxième application? Parce que la première, vous êtes en train de la voir, encore une fois, la première, c'est les transparents que vous voyez apparaître à l'écran. Donc, la deuxième vraie application que je vais vous montrer, c'est une application multimédia diffuse. Donc, de quoi il s'agit? Comment est-ce qu'on le fait? Alors, cette application, la voilà, elle est à l'écran. Alors, je croise les doigts pour que tout marche bien parce qu'on est dans une salle où il n'y a pas de Wi-Fi et mon 3G, je ne sais pas s'il va marcher, donc peut-être que j'aurai des résultats un peu chaotiques, mais je vais croiser les doigts. Donc, voilà l'application. Alors, ce que vous voyez là, ce n'est pas une copie d'écran, c'est vraiment l'application qui est en train de tourner. Et donc, je vais vous montrer un peu ces fonctionnalités de cette application-là. Alors, excusez-moi. Donc, cette application, c'est une application pour jouer de la musique. Donc, je vais simplement jouer de la musique. Donc, je vais prendre... par exemple, ici, j'avais repéré ce musicien, Anouar Brahim. Donc, on va jouer de l'Anouar Brahim. Donc, je peux jouer un morceau d'Anouar Brahim. Donc, voilà, vous allez entendre au bout d'un petit moment la musique qui va commencer à jouer. Donc, voilà, on joue de la musique. Bon, c'est très bien. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment une application diffuse. Donc là, vous voyez Anouar Brahim en train de se jouer, mais mon téléphone est aussi en train de me dire que je suis en train de jouer de l'Anouar Brahim, parce que mon application, elle tourne à la fois sur mon téléphone et sur mon PC. Et alors, ce que je suis capable de faire, c'est de dire, bon, non, en fait, je ne veux pas écouter de l'Anouar Brahim, je voudrais plutôt écouter, par exemple, de la musique classique. Donc, je veux écouter du Cecilia Bartoli, donc je vais écouter du Cecilia Bartoli. Puis vous voyez que là, maintenant, mon transparent, il me dit que j'écoute du Cecilia Bartoli. Donc, j'ai vraiment une application multimédia diffuse. Alors, c'est une application sur le web, donc qu'est-ce que ça nous apporte de faire une application sur le web? Par exemple, vous voulez peut-être savoir qui est M. Brahim. Alors vous allez cliquer, puis on va vous dire, oui, Anouar Brahim, voilà, c'est un musicien tunisien, voilà, c'est sa date de naissance, bon, très bien. Puis peut-être qu'éventuellement vous voulez savoir des choses sur le disque que j'étais en train de vous montrer, Timar, de quoi s'agit-il? Alors, on peut aller consulter, par exemple, ce serveur-là et demander qu'est-ce qu'il y a dans Timar. Et on va nous dire, voilà, Timar, c'est un disque édité par ECM. C'est pour ça que le morceau a pris 5 secondes avant de commencer, parce que tous les disques d'ECM mettent 5 secondes avant de commencer. Et puis, on vous dit, Dave Holland est le bassiste, John Surman, la clarinette basse. Et voilà, vous avez des informations sur le disque que vous êtes en train de jouer. Et ça, vous les trouvez dynamiquement sur des serveurs. Donc, vous composez des services, vous faites votre application multimédia comme ça. Et donc, c'est ton téléphone, Gérard. Non. Et donc ça ne fait pas partie de l'application diffuse. Hein.
donc voilà, donc, mon application multimédia diffuse, comment est-ce que je la programme? Alors, je vais revenir. Donc, quelques éléments simplement de la programmation de cette application-là. Donc, fondamentalement, première chose, l'interface graphique. Comment est-ce qu'on la fait? Alors, le mode d'interface graphique qu'on utilise sur le web, qui est largement inspiré de l'iPhone, est un mode où la façon de représenter des structures de données récursives, c'est d'avoir des widgets, donc des objets graphiques de haut niveau, et donc là, vous avez une liste, et quand vous cliquez sur la flèche, ben, vous, en quelque sorte, dépilez la structure de données, et vous parcourez récursivement votre structure de données. Donc, comment est-ce qu'on implémente ce menu-là? Comment est-ce qu'on implémente cette widget en hop? Alors, clairement, c'est des pages web, donc clairement, au bout d'un moment, ça finit par être des objets HTML élémentaires, mais comme hop, c'est un langage qui vous permet de l'abstraction, on vous définit un certain nombre de bibliothèques graphiques qui vont vous faciliter la vie, et typiquement, ce programme-ci s'écrit comme ce que vous voyez à droite. Donc vous avez une structure de données, des sptab et des sptab-head, et puis vous écrivez votre structure récursive, et puis vous spécifiez ça, et automatiquement, vous avez ce rendu que je vous ai montré sur le téléphone ou sur mon PC. Donc finalement, écrire une interface graphique assez sophistiquée qui marche sur votre PC ou sur votre téléphone, ce n'est pas plus compliqué que ça. Alors, oui, ce n'est pas plus compliqué que ça, sauf que ce n'est pas ça que j'ai utilisé, parce que l'application que je vous ai montrée, ce n'est pas celle que j'étais en train de vous décrire là. Je vous ai montré une application distribuée, où typiquement la musique n'était pas sur le périphérique que j'utilisais pour ordonner de jouer de la musique. Donc j'étais dans un modèle distribué, où j'ai quelque part quelqu'un qui me fait l'interface graphique, et autre part quelqu'un qui a les structures de données. Et donc ce qui se passe, c'est que quand vous cliquez sur une flèche pour dire qu'est-ce qu'il y a comme disque de jazz disponible, c'est à ce moment-là seulement que vous devez aller regarder quels sont les disques disponibles, et c'est à ce moment-là seulement que vous devez construire une nouvelle page web qui contient la liste des disques de jazz. Donc vous avez le réseau qui est entre les deux choses. Alors, on reprend le programme d'avant, et pour le faire distribuer, pour le rendre distribué, la seule chose qu'il faut faire, c'est de dire on retarde l'évaluation, le dépliage en quelque sorte de la structure de données, on la met dans un service, et ça suffit comme modification pour que hop, vous fasse automatiquement une application distribuée sur le réseau, telle que quand vous cliquez sur un onglet, à ce moment-là, vous traversez le réseau, vous demandez au serveur quels sont les disques existants, il vous les renvoie, vous les rempaquetez et vous mettez ça dans votre interface graphique. Et vous, en tant que programmeur, vous ne voyez pas cette complexité-là. Donc voilà le genre de programmation de haut niveau que permet hop. Alors, ça, c'est un aspect, c'est l'interface graphique. Dans la vraie vie, on ne l'écrit pas exactement comme ça. Dans la vraie vie, on va manipuler, on va mélanger tous les concepts. Donc, on a de la programmation objet, on a de la surcharge dynamique, donc on va définir des classes. Donc, le vrai programme pour faire de la musique, le vrai qui a tourné, il ressemble plus à ça. Vous avez des classes qui décrivent les artistes, et puis vous avez de l'HTML que vous obtenez par surcharge, et puis voilà. Mais c'est la même idée, sauf que ça, c'est la même idée dans la vraie vie, elle a cet aspect-là. Donc c'est l'idée que hop permet aussi la programmation classique, la programmation objet. Alors, un autre pattern que je voudrais vous montrer, qui est caractéristique d'une programmation web diffuse telle que nous l'entendons, c'est ces allers-retours permanents qui vont avoir lieu entre le serveur et le client. Donc, qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai voulu obtenir des informations sur Anouar Brahem? Donc, j'ai vu mon interface graphique à ressembler à ce qui est dessiné en haut à l'écran. Et ce qui m'intéresse, c'est cette partie-ci de l'interface graphique. Qu'est-ce qui se passe? Comment cette chose-là est implémentée? Alors, en fait, j'ai toujours mon même pattern de cette structure de données récursive, où quand je vais cliquer sur la flèche, je vais descendre profondément dans une structure de données. Donc, ce que dit cette chose, c'est que premièrement, j'ai une zone de saisie de texte, cet input qui est ici. Je ne l'ai pas utilisé, donc je ne vais pas en parler. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui se passe quand j'ai cliqué sur la flèche. Et ce qui se passe quand j'ai cliqué sur la flèche, je suis passé dans ce code-ci. Je suis passé dans ce code-ci où j'ai utilisé cette fonction-là. Donc, quel est le code de cette fonction? Cette fonction, voilà comment elle est définie. Et donc, l'idée, c'est de se dire, quand on a déplié la structure de données, en fait, quand l'utilisateur va vouloir faire une recherche, on est du côté du client. C'est dans le navigateur web qu'on a cliqué, mais il va falloir exécuter un code du client qui, au bout d'un moment, va traverser le réseau pour demander quelles sont les informations qu'on trouve sur Anouar Brahem. Mais l'idée fondamentale de la chose, là, ici, c'est de se dire, mais en fait, on est déjà dans l'onglet Anouar Brahem, donc avant même que l'utilisateur clique sur le bouton Search, on peut déjà directement commencer la recherche en tâche de fond. Donc on commence tout de suite, on fait le rendu avec une page vide, et tout de suite, en tâche de fond, on commence à demander qui est Anouar Brahem. Donc qu'est-ce que c'est que cette fonction client? Hop, ici, artist search info. Alors, on l'appelle avec deux paramètres, l'artiste, l'objet artiste, qui est une structure en mémoire, et puis le nom de l'artiste, Brahem. Donc, qu'est-ce que c'est que cette fonction-là? C'est une fonction qui, à un certain moment, doit traverser le réseau pour aller faire une requête sur une base de données pour trouver des informations sur Anouar Brahem.
Alors, un client ne peut parler qu'à son serveur. Donc, en fait, un client ne peut faire que du WizHop vers son serveur d'origine. Donc, sur le serveur d'origine, on implémente un service, Hopify Artist Info Search, qui est vraiment l'objet qui va faire la recherche, qui va consulter la base de données. Donc, on va appeler ce serveur, on va obtenir un résultat en retour, qui va être dans cette variable bleue result. Ça va être une structure de données décrivant un noir brème. On va transformer cette structure de données en une table HTML, et ça, on va le faire du côté du client. Donc, on va itérer sur notre liste qui va être notre résultat. On va construire des table rows, des table data, des choses comme ça. Et cette table, qu'on obtient du côté du client, eh bien, on va l'injecter dans l'interface graphique qu'on est en train de visualiser, et comme ça, on va insérer les résultats sur un noir brème. Donc, on aura traversé le réseau, obtenu une réponse, modifié la page web, et on est capable d'afficher des informations sur un noir brème. Donc maintenant, la seule chose qui me reste à vous expliquer, c'est comment est-ce qu'on implémente ce service Hopify Artist Info Search. Donc ça, je suis dans du code client. Le service, c'est du code serveur. Qu'est-ce que fait ce code serveur? Il n'est pas très compliqué. Fondamentalement, la seule chose qu'il fait, c'est qu'il se met à causer à la base de données MusicBrainz. Il fait une requête sur MusicBrainz et il fait un tout petit peu de parsing XML, chose élémentaire en informatique, chose qu'on apprend aux étudiants en début de cursus. On parse cette structure de données XML, on construit une structure qu'on envoie au client, et comme ça, on est capable de modifier notre page et d'afficher toutes les informations complètes. Donc là, vous avez vu les allers-retours entre le serveur et le client. Vous partez du client parce que c'est l'utilisateur qui clique sur un bouton. Vous exécutez du code client qui prend la décision de parler à son serveur. Son serveur d'origine prend la décision de parler à un serveur distant, MusicBrainz, construit une structure de données par parsing, la renvoie au client, et voilà, vous avez fait votre composition et vous avez fait votre application distribuée. Donc voilà pour Hop, voilà pour les choses, disons, élémentaires, le panorama que je voulais faire sur Hop. Hein. Donc la fin de cette présentation consacrée à hip-hop, passage Hop-hip-hop. Alors, je vais passer la parole à Gérard, hein, mais tout d'abord, je vais essayer de vous motiver, de vous présenter les motivations pour lesquelles on a voulu faire hip-hop et à quel moment on a eu besoin de hip-hop. Alors pour ça, je vais reconvoquer mon application multimédia, parce qu'elle se trouve qu'elle aussi, elle fait du hip-hop, elle fait de l'orchestration. Alors, si c'est là que je suis un peu plus inquiet, si je n'arrive pas à faire tourner cette application, pardon, je vous la décrirai simplement. Alors, l'idée, c'est on a implémenté quelque chose qui a le même comportement que Last.fm. Donc Last.fm, le principe, c'est vous donnez un artiste et puis vous avez une radio qui va vous jouer en continu de la musique dérivée de cet artiste. Donc, vous allez dire Miles Davis, on va commencer par jouer un morceau de Miles Davis, puis quand le morceau sera fini, vous allez passer automatiquement à John Coltrane sans que vous indiquiez rien, puis ensuite à Wayne Shorter, etc., etc. Donc on a fait une simulation de Last.fm, et ça c'est vraiment un problème d'orchestration, ce Last.fm, parce que l'idée c'est quand vous commencez à jouer du Miles Davis, vous devez commencer tout de suite à chercher quels sont les artistes similaires à Miles Davis, donc vous devez commencer pendant que vous jouez la musique à chercher si vous trouvez des artistes, vous trouvez John Coltrane, donc dès que vous avez trouvé John Coltrane, alors que vous êtes encore en train de jouer de la musique, vous vous posez la question, est-ce qu'il y a des musiques de John Coltrane disponibles? Si oui, vous commencez à les précharger, sinon vous passez à un artiste similaire, etc., etc. Donc vous avez vous êtes en avance de phase en quelque sorte, et vous avez plein de signaux asynchrones qui vous arrivent en disant non, j'ai rien trouvé sur Wayne Shorter, donc il faut que je trouve quelqu'un d'autre. Donc vous devez prendre des décisions et faire de l'orchestration. Donc c'est un problème assez critique. Alors, ce que je suis en train de vous montrer, donc cette application, donc simulation de Last.fm, fondamentalement, on va utiliser là un serveur qui s'appelle Free Music Archive, FMA, qui vous donne de la musique. Donc c'est un groupement d'associations de radios new-yorkaises qui met en ligne de la musique. Donc vous avez un catalogue que vous pouvez parcourir. Donc première chose que vous obtenez, c'est les genres de musique disponibles sur FMA. Donc continuons dans le jazz. Ce que vous montre cette interface, c'est que vous avez la possibilité de dire Start, et puis là, on va tirer au sort un musicien, et puis on va commencer à jouer de la musique de ce musicien, et puis on va enchaîner avec des artistes similaires. Donc, j'espère qu'on va commencer à jouer de la musique. Oui, donc on commence à jouer les Summer Variations du groupe donc, Neuroleptic Trio. Alors, peut-être qu'on obtient aussi donc, une image de ce groupe-là, qu'on a obtenue sur un autre serveur. Donc, on a contacté un certain nombre de serveurs pour trouver une image associée à ce Neuroleptic Trio. Et puis, on obtient aussi, alors je suis désolé, ils sont vraiment trop forts, mais on obtient aussi des informations sur ce groupe. Qui sont-ils, qu'est-ce qu'ils ont fait, et puis ça, on l'a encore retrouvé sur un autre serveur. Et c'est des choses qu'on a fait en parallèle. C'est-à-dire, dès qu'on a commencé à jouer de la musique, on a demandé une image de fond, on a demandé de l'information sur FMA, et on est capable donc ensuite d'enchaîner les choses. Et ce qu'on est aussi capable de dire, pardon, j'ai dit une bêtise, là je suis en train de jouer, oui. Alors, non, ce n'est pas un très très bon exemple parce qu'on tire aléatoirement la musique et on demande
après au serveur quels sont des artistes similaires. Alors là, il se trouve que malheureusement, le seul artiste similaire à neuroleptique qu'il a trouvé, c'est lui-même. Donc ce n'est pas un exemple très probant, mais bon, voilà, c'est comme ça. Normalement, on aurait dû avoir un autre artiste qui est supposé être similaire à neuroleptique. Bon, et puis en plus de ça, voilà, ma connexion 3G s'est plantée, donc de toute façon, on n'aura pas l'artiste similaire. Mais ce n'est pas très, très important. Alors, qu'est-ce qui se passe sur cette application-là? Donc vous voyez, on fait un enchaînement, on demande des informations, donc une biographie, une image de pochette, on fait toutes ces choses-là sur le web de façon concurrente. Donc ça, c'est vraiment de l'orchestration et c'est vraiment quelque chose qu'on fait avec HipHop. Alors, HipHop, pour vous repérer, toutes les constructions, toutes les instructions HipHop sont suffixées par ce ampersand vert, donc vous verrez dans les codes. Donc où est-ce qu'on a un problème d'orchestration sur cette application-là? Alors si je remonte une copie d'écran, qu'est-ce qu'il a fallu que j'orchestre dans ce que je vous ai montré? Alors premièrement, il a fallu que je détecte des événements clavier. Alors quand l'utilisateur dit combien il veut jouer de morceaux par artiste, il faut que je gère cet événement-là. Donc j'ai des événements clavier. Quand l'utilisateur clique sur Start ou sur GoTo, il va falloir que j'orchestre de la souris. Ces informations-là sur quel est l'artiste suivant que je vais jouer, je vais l'obtenir du réseau. Et puis, bref, en fait, j'en ai pléthore d'événements comme ça qui vont m'arriver. Et donc, le but de HipHop, c'est exactement de faire l'orchestration, de pouvoir parler de façon abstraite de tous ces événements, de prendre des décisions sur quoi faire quand un événement arrive. Donc, HipHop sert à ça. Donc, je vais passer la parole à Gérard, qui va vous détailler ce qu'est ce langage et à quoi ça ressemble de programmer avec HipHop.